Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, c'est la deuxième partie de la série de vidéos sur Fairy Tail où on traite des mauvais points. Parce que, j'adore Fairy Tail, mais c'est bourré de défauts. Et on va commencer avec le premier point. L'arc Edolas. Alors, j'ai commencé à écouter Fairy Tail par l'anime et éventuellement j'ai pris le manga. Et quand j'ai écouté l'anime, on m'a dit on est rendu à l'arc Edolas et je me suis dit, mais c'est un filler ça, c'est un filler parce que l'intrigue est tellement déconnectée du reste. Il y a tellement d'éléments où les méchants sont pas incroyables. J'avais vraiment l'impression d'être face à du filler. Et je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Bleach, un filler n'est pas nécessairement mauvais. Mais souvent on s'entend que c'est un peu en déca. C'est pas un critère absolu, mais j'avais l'impression d'être dans un filler et finalement ça ne l'est pas. Pourtant tout est là, comme je le disais, les méchants sont pas extraordinaires. Et au niveau des... on est transporté dans un monde différent, un monde miroir si on veut, miroir déformé, parce qu'on retrouve un Natsu, une Lucy, mais qui sont toujours à un peu l'opposé de leur caractère original. Donc, je l'ai parlé dans ma vidéo sur Bleach, habituellement dans les fillers, on se casse pas la tête pour faire des character design. Ben ici c'était le cas. Mais non. C'est vraiment dans la trame normale, c'est dans le manga ce chapitre-là, alors que c'est pas incroyable l'histoire, les méchants et tout le là, je leur dis encore. Je veux dire, le seul point qui est intéressant si on veut, c'est qu'on nous en parle plus sur la race de Happy et Carla, et on apprend que ce sont les Exceed. Mais même là encore, à l'exception de nous ramener Lily et de plus tard avoir Lecteur et Frosh, on va pas parler du fait que les Exceed sont dans le monde. On n'en verra pas tant que ça alors que techniquement ils sont censés être légion dans le monde de Fairy Tail maintenant. Cet arc-là, c'est fou à quel point il semble filler parce que même le manga lui-même en fait pas tellement allusion. Mais en dépit de ça, c'est quand même un arc de graves conséquences si on veut dans Fairy Tail pour deux points particuliers qui je trouve sont décevants. Le premier point, c'est le personnage de Mistogan, personnage énigmatique dans Fairy Tail, qui est censé être un des plus puissants. On avait hâte d'en apprendre plus sur lui et finalement cet arc-là, c'est le sien. Et c'est aussi son dernier arc qui disparaît à ce moment-là. On apprend que finalement c'était le Edolas, le Gérard Edolas d'Edolas, bref. Et c'était tout. C'est un prince dans ce monde-là, etc., etc. Puis il reste dans ce monde-là à la fin. Et il y a une espèce d'adieu qui est censé être touchant entre lui et Natsu et les autres. Mais le problème, c'est que si pour les autres, on les a vus ensemble, on y croit, ils ont été élevés ensemble, Mistogan, on le sait. Il se présentait à la guilde, il faisait s'endormir tout le monde et il se poussait. En fait, le monde ne savait même pas à quoi il ressemblait véritablement. Et là, tu vas me faire croire qu'il y a un lien entre eux. Ben écoute, il manque quelque chose là. Il a fallu qu'on voie Mistogan un peu plus avant cet arc-là qui est le sien et qui disparaît. Donc c'était dommage, je trouve vraiment qu'on a un peu gaspillé ce personnage-là. C'est dommage. Mais le plus gros point décevant dans l'arc d'Edolas, c'est le personnage de Lysana. Comment il est traité, comment il est ramené si on veut. L'anime, le manga, il y a quand même des différences. Et là-dessus, je trouve que l'anime l'a vraiment mieux fait, c'est traiter le personnage de Lysana. Parce qu'on a des petits segments de flashback ici et là qui nous sont donnés au fur et à mesure des épisodes. Et on découvre le personnage de Lysana et sa relation avec Natsu, etc. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il est plus là en ce moment? Et là, ça continue, on la revoit, on est toujours content parce que c'est quand même, c'est mignon, on s'interroge vraiment d'où est-ce que ça vient. Et ça culmine avec l'arc Phantom, où finalement, en même temps, nous expliquer le dilemme de Elfman, son traumatisme, et pareil pour Mira, on apprend finalement la vérité. Ils ont été dans une quête, les trois frères, les trois membres de la même famille, et ont été confrontés à un monstre trop fort. Elfman a dû se transformer, faire un full takeover pour les sauver, mais il n'est plus capable de se contrôler. Et là, on a le moment classique, cliché, où Lysana fait juste comme grand frère, reprends tes esprits, je t'aime, etc., etc. Le cliché, ça aurait été que ça fonctionne et qu'il reprend ses esprits. Et si c'est pas le cas, d'une scène d'une rare violence, il la frappe et la tuant sur le coup, c'est ce qu'on comprend à l'époque, mais il surmonte ce traumatisme-là pour sauver sa sœur qui existe encore. C'est touchant, etc. Et à ce moment-là, on sait pas, on apprend qu'elle est morte. Et on se demande, mais comment est-ce que Natsu a réagi par rapport à ça, parce qu'on n'y a pas accès. C'est plus tard dans le même arc, alors que Natsu regarde la guilde de Fairy Tail est détruite, qu'il y a une série de flashbacks par rapport à la guilde, et qu'on voit finalement Natsu devant la tombe de Lysana et sa réaction par rapport à ça. C'était magique, j'en parle et je frissonne. Je trouve vraiment que l'émotivité, la construction lente de ça était parfaite. Ce qui n'était pas le cas dans le manga où c'était vraiment juste pitché d'une traite. Alors, dans l'arc de l'As, qu'est-ce qu'on apprend? On réécrit ça littéralement. Oui, elle s'est fait frapper, mais après coup, on apprend qu'en fait, elle est morte, pas vraiment morte dans les bras, parce qu'elle a tout simplement disparu, absorbée dans le monde de Edolas. Et eux se sont pas posé des questions par rapport à ça? Est-ce qu'ils se sont dit, ah, c'est comme ça que tout le monde meurt ici, Non, ça fonctionne pas, c'est con. On ramène Lysana en vie pour pas grand chose, parce que
La réaction de Natsu, elle est là. Ah, je suis content que tu sois en vie. Après coup, on n'explorera pas vraiment leur relation. Je suis content que ça n'ait pas fait un triangle amoureux, mais n'empêche que ça n'existe plus. Lysana devient un personnage très secondaire, mais qui est quand même un peu présente, mais qui fera rien de significatif dans le reste de la série. Et à cause de ça, ben, tous les moments touchants que je viens de vous parler avec Elfman, Mira qui surmonte ça, Natsu aussi, ben c'est mort un peu. Hein, ils ont vécu oui, ces émotions-là, mais pour rien. Vraiment, on a ramené Lysana pour rien. C'est triste, mais elle était plus intéressante, avec une histoire tragique, plus intéressante décédée. Et en ce sens-là, l'arc Edolas amène rien de nouveau sur la table. Et Mashima va tellement ne pas s'en préoccuper par la suite. Je me suis toujours dit peut-être que l'arc Edolas va revenir, hein, on va revoir Mr. Gun quelque chose. Non, ça va jamais revenir. Laissant vraiment que finalement cette histoire-là, ça va être quasiment du filler à l'intérieur même du manga. Ça va juste en plus, là, dans cet arc-là, on va nous dire que Carla a le pouvoir de vision, on va voir le futur. Ça va revenir ici et là dans le manga, mais pas avec une grande prépondérance. Donc preuve que vraiment les idées de cet arc-là n'étaient pas suffisamment à la hauteur pour être récupérées par la suite. Prochain point, et j'en avais dit que j'en parlerais, c'est Erza est un personnage qui est trop fort. Donc Erza, on le sait, je l'avais dit dans ma vidéo, c'est un personnage qui est très fort. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'œuvre continue, elle est juste trop forte, la fille, là, trop balèze. C'est un personnage qui ne peut pas perdre littéralement et ça fait en sorte qu'on lui donne des victoires qui ne sont pas très crédibles. Dans l'arc Tartaros, hein, elle va se battre contre Kyoga qui va réussir à lui enlever tous ses sens, mais malheureusement pour elle, hein, Erza possède toujours le sens de l'amitié qui lui permet de ne pas perdre le combat. Et tout le monde va dire mais comment c'est possible? Et Happy va juste dire mais c'est parce que c'est Erza. Ce qui ça me peut quasiment dire Mashima dire que comme moi j'assume que ça n'a aucune logique. Ce qui est un peu très triste parce que ça fait en sorte que la crédibilité, hein, on est un peu cassé des combats Erza, on se dit bon ben Erza va gagner. Clair, net. Et ça se poursuit le reste, notamment dans l'arc final où elle vainc les 3 historiens de Night Heart juste en les regardant de travers. Ouais. Hein, c'est un combat qu'elle ne gagnait pas et finalement juste comme ouais je suis totalement fait de merci mais débarrassé de ma vue sinon je vous casse la gueule et ça fonctionne. Et ça lui prend pas de temps pour se remettre de ses blessures et après quoi elle se bat contre Hélène qui est la mage la mage féminine la plus puissante des Springan et en dépit de se faire casser tous les membres sauf un bras par la forme dragon de Hélène, elle parvient quand même, et là je vois la petite référence avec Dragon Ball, hein. Goku qui fait son coup de poing du dragon contre Piccolo, et voire même référence Bleach avec Zera qui détruit un météore. Donc avec un seul bras, elle se lance dans les airs et parvient à détruire un météorite. Ouais, totalement crédible. Et je me disais, bon ben qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et je n'aurais jamais pu deviner que ben, dans sa chute, elle va réussir à, un peu aidée par Wendy certes, là, mais n'empêche, elle va réussir à vaincre la forme dragon de Hélène. Ouais! Vachement crédible, non, c'est vraiment terrible. Ça fait en sorte qu'Erza, c'est une figure intéressante parce que forte, mais finalement on l'a rendue tellement forte qu'elle n'est plus crédible. Et ça c'est vraiment très dommage. Donc Erza, malheureusement, est devenue un peu une joke, et l'argument de Happy, hein, c'est Erza, c'est pas fort, c'est vraiment un très gros défaut dans Fairy Tail. Mashima écrit au fur et à mesure. Donc Mashima s'en est jamais gardé, on le pouvait le voir dans ses commentaires à la fin de ses tomes, qu'il n'y avait pas vraiment une si grosse ligne directrice. Hein? Il y avait probablement des idées ici et là, il essaie de les coudre ensemble, mais c'est pas pleinement efficace et ça se ressent beaucoup. Même au tout début, hein, il y a Gélal Avané qui lance une remarque par rapport à Natsu, qu'il a besoin de Natsu, il a besoin que Natsu devienne de plus en plus fort pour son projet. Ben, si vous avez lu, hein, si on a écouté, on se rend compte que non, ça n'a pas lieu d'être. Ça va nulle part, c'est vraiment juste une réplique lancée comme ça qui laisse supposer quelque chose et finalement Mashima va ne rien en faire. Tout simplement. Et quand on regarde les 2 principaux méchants, ça aussi c'est très transparent. Zeref, la première fois, Zeref il est là au début de l'intrigue, hein. On a la flûte de Lullaby, c'est lui qui motive l'action de beaucoup de méchants. Hein. Et finalement on le découvre durant l'arc de Grimoire Heart sur l'île de Tenru. Zeref il est là, il ne contrôle pas encore sa malédiction, dans le sens où dès qu'il est encore en mode j'aime un peu la vie et à cause de ça, il y a des zones de mort, littéralement, qui se répandent autour de lui. Donc, il n'a pas encore contrôlé son pouvoir. Mais après coup, à la fin, on nous apprend que, bon, ben, hein, c'est le grand méchant de l'arc et qu'il a finalement trouvé un moyen que ça ne s'active pas. Il a juste à pas aimer le monde et sa malédiction ne va pas s'activer, ne va pas ôter la vie autour de lui. Le seul hic, c'est qu'on va apprendre justement que c'est l'empereur de Altares. Donc, comment est-ce qu'il a réussi à gérer un empire? Parce que j'imagine qu'il n'a pas fait ça en 7 ans, hein? D'autant plus qu'on le sait. Hein, il a côtoyé Auguste pendant un bon bout de temps. Il a aussi rencontré Hélène il y a un bon bout de temps. Donc j'imagine que son empire, ça fait longtemps qu'il en est à la tête. Donc comment est-ce que ça se fait que t'étais
tu as réussi à faire ça si ta malédiction est encore active. Ça fonctionne pas vraiment. Surtout qu'on se demande aussi, hein, durant le gros laps de temps entre j'ai envoyé Natsu les autres dans le futur et maintenant, le 400 ans, qu'est-ce qu'il a foutu? On n'a pas... il a créé des démons, on dirait. Mais pourquoi ces démons-là ont rien foutu pendant ce temps-là, hein? Clairement, ils étaient trop forts pour tout le monde, ils auraient pu juste sortir et dominer le monde, mais ils ont attendu que Fairy Tail soit assez fort pour les vaincre. Hein? C'est pas comme dans Dragon Ball, hein? Freezer, il est pas présent sur Terre, Piccolo, il est pas encore présent sur Terre. Toutes les grosses menaces arrivent après coup, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas seulement de laminer au héros, c'est pas comme dans Fairy Tail. Donc Zeref, malheureusement, son écriture, c'est intéressant comme méchant, hein? Le méchant qui, en fait, il veut perdre ce méchant-là, mais il n'y arrive pas, et il faut qu'il réécrive l'histoire pour réussir à se tuer. Intéressant, mais l'écriture pour s'y rendre, la cohérence n'est malheureusement pas là. Et Acnelogia, qui est le grand méchant de cette histoire, ça fonctionne encore moins. Hein? On nous dit, il faut absolument qu'on le vainque, sinon le sort de l'univers, le sort de la Terre est en jeu, etc., etc. Ben, c'est pas vrai. Le mec, il fait rien. Il fait rien. Il intervient juste de temps en temps quand il a l'impression de se sentir menacé. Mais sinon, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, il semble glander. Il est pire que Jiren à ce niveau-là. À la toute fin, on a l'impression que finalement il s'active et qu'il va chasser du Dragon Slayer. Mais purée de merde, ça fait 8 ans, même plus que ça, parce qu'il est aussi vieux que Zeref. Hein. Ça fait 400 ans, il n'a pas encore été capable de détruire le monde. Je comprends pas, pourquoi est-ce que Rogue du futur nous dit qu'il a conquis le monde? Qu'est-ce qui fait en sorte que Acnelogia s'est dit « Hey, finalement, je vais le détruire, le monde ». En plus, il y a aussi un autre point, c'est Acnelogia, finalement, on apprend qu'il a une forme humaine. On s'entend que ceci, ça sent beaucoup la réécriture. Acnelogia, lui, il parle même pas aux humains parce qu'il les considère comme des insectes. Finalement, on va leur parler. Hein. Il y a une rupture ici. Et finalement, il y a une forme humaine, mais je pense pas qu'il revêtirait sa forme humaine. Il a une certaine fierté d'être le roi des dragons, donc... Il y a aussi vraiment beaucoup de réécriture et c'est dommage. Ce sont les deux principaux vilains, mais quand tu le regardes sur la longueur, ça ne fonctionne tout simplement pas. En même temps, hein, c'est un petit peu pareil aussi pour Aizen. L'arc final de Fairy Tail n'est pas extraordinaire. Donc, comme dans tout grand shonen, habituellement, l'arc final n'est pas à la hauteur des attentes, et Fairy Tail ne fait pas vraiment exception à la règle. Par exemple, je leur dis, hein, je trouve qu'à cause du rythme, c'était un peu mieux, mais c'est pas parfait. Hein? Le rythme est très rapide, mais ça fait en sorte qu'on a vraiment l'impression que les Springan, qui sont vendus comme des gars surpuissants, ben on a l'impression qu'ils sont vaincus un peu trop facilement, ou du moins un peu trop rapidement, parce qu'il faut prendre en note, hein, la plupart d'entre eux vont être vaincus par une alliance de membres de Fairy Tail, ou d'autres guildes, mais n'empêche que pour la plupart, ils sont vaincus en un très court laps de chapitre. Donc, effectivement, ça casse un peu l'idée que ce sont des grosses menaces, qui sont vaincus un peu trop rapidement. Mais en même temps, c'est peut-être mieux ça qu'on s'éternise vraiment trop. Mais n'empêche qu'il y a un petit dilemme ici. Il a peut-être fallu faire moins de Springan, surtout qu'une certaine partie d'entre eux reviennent à la suite, et qu'en plus, des fois, quand ils reviennent, c'est pas hyper cohérent. On s'entend, Agile est plus fort que Erza, mais quand il revient, il se fait vaincre par Elfman et Lysana mis ensemble. Ouais, non, je pense pas que ça soit très cohérent en termes de rapport de force. Non, désolé, désolé. Et de la même façon, on a Auguste et Hélène qui sont les deux plus puissants mages des Springan. Et le seul moyen que Mashima va avoir trouvé pour les vaincre, ça va être de les faire suicider tous les deux. Dans le cas d'Auguste, écoute, le mec a réussi à faire une explosion assez gigantesque quand il faut abattre Natsu et Lucy. Et par après coup, quand il faut vaincre Gildart et Kana, ben il ne fait pas pareil. À la place, il dit juste « Ah, j'ai utilisé mon jutsu suicide surpuissant ». Alors que bon, on s'entend que où est-ce qu'il était rendu dans le combat, j'ai pas l'impression qu'il était à ce point-là obligé d'utiliser une telle ressource. Mais il fallait qu'il le fasse. Par exemple, tout le dilemme moraux par rapport à Mavis, qui est sa mère, etc., etc. Je trouve que c'était quand même mieux amené depuis certains chapitres. Un peu rushé, un peu décevant de voir que le mage le plus puissant est vaincu aussi facilement, si on veut. Mais ça passait un peu mieux. Dans le cas de Hélène, non, c'est pas le cas. À la fin, elle a même pas de raison de se suicider. On a l'impression qu'elle se suicide à cause de remords, de comme je n'arrive pas à te tuer, je me tue. Mais pourquoi tu te tues? Pourquoi tu fais pas juste ce qu'ils font dans Fairy Tail, hein? Pleurer et dire ah finalement je vais être gentil, je vais être gentil. Non, elle se suicide. C'est un peu loufoque, surtout qu'on n'a pas tant préparé le terrain au fait que finalement c'était un bon personnage, une bonne mère. Elle semble un peu cruelle, Hélène, donc non, c'était vraiment décevant comment on a géré ces deux grandes puissances-là. Et également dans ce tournoi, dans ce tournoi-là, qu'est-ce que je raconte? Dans ces dernières arcs-là, il y a aussi tout le personnage meurt pas. C'est arrivé tellement fréquemment. Grey, tu penses qu'il meurt? Non. Julia, tu penses qu'elle meurt? Non. Makarov, tu penses qu'elle meurt? Non. Mira, tu penses qu'elle meurt? Non. Et etc. Gadjil, tu penses qu'il meurt? Non. À un moment donné, ça devenait un peu lourdingue.
Quand Makarov est mort, là, j'avais l'impression de s'y tenir. Je me suis dit, bon, probablement que lui, il meurt pour vrai. Il va rester mort. Mais finalement, non. Même si c'était un peu la théorie que j'avais eue à l'époque, je me suis dit, bon, ben, probablement que Mavis va se sacrifier pour le ramener à la vie. C'est ce qui s'est passé sans même qu'elle le veuille. Donc, c'est sûr que bon, on s'entend que Fairy Tail, c'est une histoire joyeuse. Ça aurait peut-être un petit peu moins joyeux si autant de gens étaient morts. Mais ça aurait quand même, je pense, pu fonctionner de voir justement ces gens-là qui, en dépit de ces pertes-là, en la mémoire des gens qui l'aimaient, continuent. Ils vont quand même vers l'aventure malgré tout ça. Je pense que ça aurait pu fonctionner. Je comprends l'idée de les faire revenir. Le problème, c'est qu'à un certain moment donné, on les croyait plus. C'était juste ridicule. Hein, littéralement, ils mourent. Et en plus, c'était parfois très bien réussi. Hein, Julien qui meurt, j'avais trouvé ça assez bien. Gadget aussi. Finalement, nous faire croire qu'il ne meurt pas et souvent inventer juste des petits indices ici et là pour des petites justifications très minces pour laquelle il ne meurt pas. Bof! Surtout que Makarov, c'était vraiment tiré par les cheveux. Il était mort depuis un bon bout de temps. Il a été ramené à la vie après coup. On nous dit, ah oui, des conséquences par exemple, hein, ses jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Bof, écoutez. Fait que ça fait vraiment ça que dans Fairy Tail, hein, les rares personnages à mourir sont les méchants. D'ailleurs, via le Historia de Neidhart, on voit les personnages qui sont décédés. C'est intéressant à ce niveau-là. Mais on voit dans les gentils, c'est juste Simon qui est mort. Hein. C'est dommage. En plus, Hultir qui sacrifie son temps. Elle-même, elle est même pas morte. Elle est juste devenue une vieillarde. C'est vachement décevant. Je trouve que Fairy Tail aurait plus eu... le dernier arc aurait gagné à faire mourir quelques personnes. Donc, ça conclut mes gros défauts de Fairy Tail. J'ai pas parlé du power-up de l'amitié parce que je trouve que c'est pas tant un gros problème. C'est pas non plus une force, mais il y a pire. Souvent, c'est quand même relativement justifié. Donc, mais vous pourrez m'en faire part si pour vous, c'est vraiment un gros défaut. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Quels sont vos points négatifs chez Fairy Tail? N'hésitez pas à m'en faire part. Ça va me faire un plaisir de aimer votre commentaire et d'y répondre comme toujours. Donc, pour la prochaine vidéo, probablement qu'on va parler de la Switch et d'une comparaison avec la Wii U. Donc, je vous laisse deviner de quoi ça va être. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé comme toujours. N'hésitez pas à aimer, partager. Et on se retrouve pour la prochaine critique exigeante.